Je m'appelle Jared Kingsley, j'ai 33 ans et je répare des moteurs pour gagner ma vie. Pas de costume, pas de titre, juste une paire de mains tachées de graisse et une vie passée à comprendre pourquoi les choses s'arrêtent de fonctionner et comment les faire fonctionner à nouveau. Il y a une sorte de paix là-dedans, les machines ne mentent pas, les courroies s'ajustent ou non, les cylindres tirent ou ont des ratés. Pas de signaux mixtes, pas de silence passif et agressif. Juste du travail, un travail sale, honnête et bruyant. Je suppose que c'est pour ça que je ne l'ai jamais vu venir. Les gens se brisent sans prévenir. Carmen a été la première chose dans ma vie qui n'avait pas de sens sur le papier mais qui me paraissait quand même juste. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant, commandant tous les deux du fromage grillé, comme des enfants ayant un travail. Elle a ri quand j'ai demandé des cornichons supplémentaires à la serveuse et j'ai laissé tomber son milkshake, essayant de me pencher par-dessus la table pour en voler un. Je lui ai offert ma serviette, elle m'a offert son sourire et d'une manière ou d'une autre, cela a suffi pour commencer 5 ans d'une vie ensemble. Elle est venue avec 3 enfants, Isaac, Milo et Zara, et je suis entrée dedans comme si j'étais fait pour ça, pas une seconde réflexion, j'ai juste plongé. Et je ne le regrette pas une seconde. Je n'ai jamais été leur père de sang, mais j'étais celui qui était là pour chaque genou écorché, chaque dent manquante. Tous les monstres sous le lit. Tyrell était le nom que je n'entendais qu'en passant au début. Carmen n'a jamais beaucoup parlé de lui, sauf qu'il a disparu alors que Zara portait encore des couches. Elle a dit qu'il n'était pas fait pour une famille. Il avait une façon de se plier lorsque les choses devenaient lourdes, laissant les autres soulever ce qu'il laissait tomber. Je n'ai jamais eu besoin d'en savoir plus. Il était le fantôme à l'arrière-plan de notre vie, l'ombre qui ne nous avait jamais vraiment touchés jusqu'à ce qu'il le fasse. C'était un samedi matin, un de ces matins lents et étendus où le soleil semble paresseux et où le café ressemble à une récompense. Carmen préparait des crêpes, son genre spécial, avec des pépites de chocolat cachées à l'intérieur comme de petites surprises. Je me souviens avoir ri avec Zara à table, Milo se disputant avec Isaac pour savoir qui avait le dernier morceau. Tout semblait normal, tout me semblait mien, jusqu'à ce qu'elle me regarde avec ce visage qui disait que quelque chose avait changé. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix basse, trop basse. Ces 4 mots. Il ne frappe pas comme une gifle, il brûle comme de l'acide. J'ai hoché la tête, je me suis essuyé les mains et je l'ai suivi dans le salon comme un homme marchant vers un verdict. Ses yeux étaient rouges, ses mains agitées. Elle ne voulait pas s'asseoir. Il s'agit de Tyrell. Elle a commencé. Je n'ai pas bronché, j'ai attendu. Il a tendu la main. Il y a quelques mois, mon cœur a battu une fois, puis à nouveau, plus lentement, plus fort. Cela a commencé avec des messages, a-t-elle dit, à propos des enfants qui rattrapaient leur retard. Mais ensuite elle m'a regardé et je savais déjà que je ne voulais pas l'entendre, mais je l'ai quand même laissé le dire. Les vieux sentiments sont revenus. Ce n'était pas censé arriver. Elle a dit que ça rendait les choses meilleures, que la trahison était plus douce parce qu'elle ne l'avait pas planifiée. Elle a pleuré pendant qu'elle me le disait, a pleuré comme si j'étais censé la tenir dans mes bras, comme si j'étais censé essuyer ses larmes et dire que c'était normal qu'elle laisse un homme qui a abandonné sa famille ramper jusqu'à sa boîte de réception, sa vie, puis notre lit. C'est leur père, dit-elle, comme si ça expliquait tout. Ils ont besoin de lui. Je n'ai pas dit un mot, je ne l'ai juste pas regardé. À travers elle, mes oreilles bourdonnaient, mes mains étaient engourdies, mon battement de cœur était plus fort que sa voix. Puis est arrivée la phrase qui m'a brisé plus que la tricherie ne pourrait jamais le faire. Tu seras toujours dans leur vie, n'est-ce pas? Je veux dire, tu es leur père, le seul qui soit vraiment venu. Elle l'a dit comme si je devais être honorée, comme si elle me faisait un cadeau, me laissant garder la partie de sa vie qui comptait, pendant qu'elle reconstruisait un avenir avec l'homme qui avait autrefois mis cette vie de côté. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la commodité. Cela me mettait en veille un générateur de secours en cas de nouvelle panne de courant. Je me suis levée. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. Je viens de préparer un sac polochon, quelques chemises et ma boîte à outils. J'ai regardé autour de moi une maison que j'avais aidé à construire, non pas avec des briques, mais avec effort, avec cohérence, avec des câlins tard dans la nuit, des contrôles de devoirs et des coupes glacées aux crêpes, et j'en suis sortie. Cette nuit-là,
Carmen s'est couchée à côté d'un homme qui n'était pas là pour les anniversaires, les visites aux urgences ou les conférences scolaires. Et moi, j'ai mis ma dignité dans le siège à côté de moi et je suis allée nulle part. En particulier, c'était la nuit où mon nom ne suffisait plus, ni pour elle, ni pour la famille que je pensais avoir bâtie. Et tandis que le moteur ronronnait sous moi, pour la première fois depuis des années, je ne savais pas où était ma place. Elle se tenait au milieu du salon comme si elle l'avait répété, les bras croisés, le visage pincé de regret. Cela ressemblait plus à de la culpabilité déguisée en pitié. Je le vois depuis 4 mois, dit-elle, comme si chaque mot n'était pas un autre clou enfoncé dans le plancher sur lequel nous dansions. La voix de Carmen tremblait, ses yeux baignaient dans les larmes. C'est arrivé trop tard. Cela n'était pas censé arriver. C'est avec ça qu'elle a commencé. Comme un accident, comme un accrochage un jour de pluie, comme si l'amour pouvait trébucher et tomber dans le lit de quelqu'un d'autre. Je l'ai regardée, essayant de reconnaître la femme qui me tenait la main pendant que je pleurais sur la mort de ma mère, la femme qui faisait des dimanches matins un sentiment d'être comme à la maison, même quand le monde ressemblait à une guerre. Mais tout ce que je voyais maintenant, c'est quelqu'un qui avait déjà choisi de cesser de m'aimer bien avant que ses lèvres n'aient le courage de le dire. À voix haute. Cela a commencé par des messages. Elle a dit, je viens de vérifier pour les enfants, cette phrase brûlait pour les enfants, l'excuse des lâches et des coparents avec des affaires inachevées. Puis est venu le poignard, plongé dans la nostalgie. La nuit a-t-elle pleuré sur mon épaule, jurant qu'il ne serait plus jamais autorisé à s'approcher d'elle. Ses souvenirs se sont-ils effacés à la lueur de la chaleur qu'il évoque. Dans ses textes, elle a tendu la main, a touché mon bras, comme si j'étais censé la faire plaisir maintenant. Mais, Jared, dit-elle d'une voix douce et pleine d'illusion. Tu seras toujours dans leur vie. C'est vrai, mon cœur s'est serré. Je veux dire, tu es leur père, le seul qui soit vraiment venu. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle n'avait pas seulement enfreint les règles de l'amour, mais qu'elle les avait réécrites. Elle voulait un monde dans lequel Tyrell aurait une seconde chance en matière de romance, pendant que je restais en arrière-plan à tenir le fort, le beau-père émotif, l'homme qui porterait le poids, tandis qu'un autre portait la couronne, le devoir de secours. C'est tout ce que j'étais pour elle. Maintenant, le plan B, au cas où le plan A échouerait à nouveau. Je clignis lentement des yeux, essayant de donner un sens à cette folie. Elle cligna des yeux en retour comme si c'était normal, comme si je devais être fière du titre qu'elle m'offrait encore. Tu seras toujours dans leur vie. Comme si c'était à elle de promettre, comme si elle n'avait pas brisé toutes les fondations. J'avais passé 5 ans à le construire, brique par brique. J'ai pris du recul, juste un, et j'ai eu l'impression de parcourir des kilomètres. Non, dis-je. Ma voix était basse, calme, terriblement ferme. Ce n'est pas toi qui décides, sa lèvre trembla. Ils ont besoin de toi. Alors tu n'aurais pas dû m'empêcher de rester, dis-je. Et sur ce, je me suis retournée et j'ai commencé à faire mes valises. Elle ne m'a pas suivie. Peut-être qu'elle savait que ce n'était pas le cas. Peut-être qu'elle avait enfin réalisé la profondeur de ce qu'elle avait fait. J'ai attrapé mon sac et suis passé devant les photos sur le mur, Isaac tenant un trophée de football. Milo à la plage avec une glace plus grosse que sa tête. Zara s'est endormie sur ma poitrine pendant une soirée cinéma. Chaque image était une balle. Je me suis arrêtée devant la porte d'entrée pendant une fraction de seconde. J'espérais qu'elle dirait quelque chose, n'importe quoi qui ressemble à la vérité. Mais elle restait là, les bras toujours croisés, comme si le verdict avait déjà été rendu. Je suis sortie dans l'air frais du soir et j'ai ressenti quelque chose auquel je ne m'attendais pas, un vide mêlé de clarté, le genre qui survient lorsqu'un mensonge révèle enfin toute sa taille. Cette nuit-là, je ne quittais pas simplement une maison. Je quittais une vie qui avait été lentement réécrite sans mon consentement, un rôle que j'avais si bien joué. Ils ont oublié. Je n'étais pas un figurant, j'étais le putain de personnage principal. Et Tyrell, l'homme qui est entré et sorti de leur vie comme une marée qui n'a jamais atteint le rivage. Il ne portait pas seulement mes vieilles chaussures, il s'inscrivait dans un héritage qu'il n'avait pas mérité. Et Carmen, elle le lui a tendu. Elle a troqué la stabilité contre la nostalgie. Un vrai père pour un inconnu familier. J'ai roulé sans destination,
juste le bourdonnement des pneus et le bruit sourd de mon cœur. Je n'ai pas pleuré, pas encore. J'étais trop abasourdi pour ça, trop creux. Ce n'est que lorsque j'ai allumé un feu rouge et regardé le siège passager, vide, là où Zara avait l'habitude de s'asseoir avec sa girafe en peluche, que j'ai vraiment été frappée. Je n'étais plus leur père, non pas parce que j'avais arrêté de les aimer, mais parce que quelqu'un d'autre était autorisé à emprunter ma place dans l'histoire que j'avais aidé à écrire. Et c'est ce que personne ne vous dit à propos du fait d'être beau-père, vous n'êtes aimé que tant que quelqu'un d'autre ne veut pas du travail. Alors j'ai lâché prise, non pas parce que je le voulais, mais parce que je refusais de rester là où on ne me voyait plus. Cette nuit-là, Jared Kingsley, l'homme qui n'a jamais reculé devant rien, l'a finalement fait. Quitter Carmen était une chose. Laisser les enfants, c'était un autre type de mort. Je n'ai pas emporté grand-chose, juste l'essentiel, quelques chemises, mon travail, des bottes et la photo encadrée de nous 5 aux eaux il y a 2 étés, la bouche de Milo couverte de glace, Zara chevauchant sur mes épaules, Isaac souriant. Pour une fois, je l'ai enveloppé dans un sweat à capuche et je l'ai glissé dans mon sac comme une relique volée, parce que d'une certaine manière, c'était le cas. Cette photo ne m'appartenait plus. Eux non plus. J'avais répété dans ma tête comment leur dire au revoir une 12aine de fois, mais rien ne m'avait préparé à ce que je ressentais réellement. Zara a été la première à me voir. Elle descendit les escaliers en courant dans son pyjama à pois, serrant sa girafe en peluche comme si c'était une armure. « Où vas-tu » a-t-elle demandé d'une voix si petite, si inconsciente de la guerre qui se déchirait en moi. Je me suis agenouillée, je l'ai regardée dans les yeux et j'ai forcé un sourire. Je ne me sentais pas obligée d'y aller. Petite fille. Son petit front se plissa. Mais pourquoi ai-je fait quelque chose de mal ? Mon Dieu, ça faisait pire que tout ce que Carmen avait fait. Je secouai la tête et la tirai rapidement contre ma poitrine. Non, non, tu n'as rien fait de mal. J'ai juste besoin d'y aller un moment, d'accord. Ses bras se resserrèrent autour de mon cou. Elle sentait le chewing-gum, le shampoing et la sécurité d'un monde auquel je n'appartiens plus. Promets-moi que tu reviendras. Je n'ai pas répondu. Je l'embrassai sur le front, me levai et m'éloignai avant qu'elle ne puisse voir les larmes menacées de s'échapper. Milo était le suivant. Il n'a pas pleuré, pas tout de suite. Il est sorti en trombe de la cuisine quand il a vu mon sac claquer la porte de sa chambre assez fort pour faire trembler les cadres du couloir. Ce gamin portait son cœur comme un insigne et sa colère comme une armure. Je ne l'ai pas poursuivi. Je savais qu'il devait traiter la situation comme il le faisait toujours, fort d'abord, calmement ensuite. Pourtant, je suis resté un moment devant sa chambre, la main posée sur la poignée, murmurant « Je t'aime, mon pote », avant de me détourner. Isaac n'est pas descendu. Carmen a dit qu'il avait des écouteurs dans sa chambre en refusant de parler. Cela ne m'a pas surpris. Isaac avait toujours été celui qui gardait ses émotions comme une précieuse cargaison. Je voulais le voir juste une seconde pour lui dire au revoir, mais quelque chose me disait qu'il avait déjà fait ses adieux au moment où il avait entendu la vérité. J'ai donc laissé un mot sur son bureau. Bref, honnête. Je suis désolée que cela se soit produit ainsi. Je suis toujours fière de toi. Je serai toujours fière de toi. Et puis je suis partie. J'ai emménagé dans un minuscule 2 pièces au-dessus d'un restaurant appartenant à un couple qui ne posait jamais de questions et préparait toujours trop de café. L'endroit sentait la vieille graisse et les petits pains à la cannelle. Et les murs étaient suffisamment fins pour entendre la télévision. Des voisins toute la nuit. Mais c'était le mien. Pas de photos, pas de jouets au sol, juste du silence. C'était le pire, le silence. Ce n'était pas paisible. C'était lourd, suffocant comme un chagrin trempé dans une cloison sèche. Louis, mon collègue du magasin, est arrivé quelques jours après mon emménagement. Il n'a pas dit grand-chose, il a juste frappé 2 fois et a brandi une pizza et un pack de 6 comme une offrande de paix. « Je ne pensais pas que tu devrais être seul ce soir, dit-il. Je l'ai laissé entrer. Nous n'avons pas parlé de Carmen, pas tout de suite. Nous nous sommes assis par terre, mangeant des tranches grasses et regardant de vieilles rediffusions de lutte comme si nous étions à nouveau adolescents. Après la 3e bière, il m'a regardé et m'a dit, « Tu aimes ces enfants, mec ?» Je l'ai vu, bon sang, tout le monde l'a vu.
M'a envoyé un texto le lendemain matin. Zara m'a demandé où tu étais. Je lui ai dit, tu restes quelque part pour penser que tu lui manques. Puis un autre Milo, refusant de dîner, et un autre, Isaac, a dit qu'il s'en fichait, mais il est plus silencieux que d'habitude. Quelques jours plus tard, la chose la plus surréaliste m'est arrivée. L'audace m'a presque fait rire. 5 ans, il ne s'est jamais présenté à une école, ni joué un parent enseignant lors d'une fête d'anniversaire, mais maintenant il voulait me contacter. Le message était court, arrogant, intensifié, soyez un homme, n'abandonnez pas les enfants, de la part de l'homme qui a disparu lorsque Zara était encore sous les maternisés. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Lisez-le encore et encore. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je n'avais pas de mots, mais parce que j'en avais trop et qu'aucun d'entre eux ne valait la peine d'être donné à quelqu'un qui pensait que la paternité était un costume qu'il pouvait enfiler et retirer quand cela lui convenait. Je l'ai supprimé, bloqué son numéro. Cette nuit-là, je me suis assis seul sur le canapé, j'ai regardé le plafond et j'ai laissé tout s'écraser, les enfants, les dîners, les histoires au coucher, les nuits avec la tête de Carmen sur ma poitrine, tout est parti, tout a été confié à un fantôme avec un sweat à capuche et de faibles excuses et moi. J'ai été laissé dans une location au-dessus d'un restaurant ne contenant rien d'autre que l'écho de tout ce que je donnais. Rock Bottom ne ressemble pas au film. Il n'y a pas d'orage dramatique, pas de cris vers le ciel, pas de bouteille de whisky s'écrasant contre un mur. Parfois, Rock Bottom est simplement assis dans une pièce faiblement éclairée à 2 heures du matin, portant les mêmes vêtements d'il y a 2 jours, écoutant le bourdonnement d'un ventilateur de plafond en panne et essayant de se rappeler si vous avez mangé, les jours saignaient ensemble. Je me réveillais avec le soleil déjà au-dessus, je me traînais jusqu'au magasin, je faisais les mouvements, vidange d'huile, permutation de pneus, mise au point, je parlais à peine. Les clients me demandaient comment j'allais et j'affichais ce même sourire brisé et disais « je vais bien », mensonge numéro 1 de la journée. Ensuite, je retournais en rampant jusqu'à ma grotte de 2 pièces, je réchauffais quelque chose de gelé, je m'asseyais sur le canapé et je laissais ce qu'il y avait à la télévision remplir le silence. J'ai regardé le même film, The Iron Giant, 3 soirs de suite. C'était la seule chose qui me faisait ressentir quelque chose. Cette scène finale où l'enfant dit « Tu es celui que tu choisis d'être ». Cette ligne me collait aux côtes comme la faim. J'ai commencé à sauter des repas, pas exprès, je n'avais tout simplement pas faim, ou peut-être que je ne voulais pas me sentir rassasié alors que tout le reste en moi était vide. Le pire n'était même pas la solitude, c'était le calme. C'était un réveil et il n'y avait pas de petite voix qui l'appelait dans le couloir. « Jared, peux-tu m'aider avec ce bouton ?» Il n'y avait plus de gaufres brûlées dimanche. Pas de mine Lego sur le sol. Pas de Zara qui monte sur mes genoux pendant les publicités. J'ai essayé de parler à un pasteur. Louis l'a recommandé et a déclaré qu'il l'avait aidé lors de son divorce il y a quelques années. Je ne croyais plus à grand-chose. Certainement pas un homme en chair avec toutes les réponses. Mais j'étais désespéré. Alors j'y suis allé, je me suis assis sur un banc en bois qui craquait à chaque fois que je bougeais. Il a été gentil, il m'a demandé ce qui m'avait amené ici. J'ai répondu, j'ai perdu ma famille, mais je suis toujours en vie. C'est tout ce que j'ai pu faire. Il a hoché la tête et a déclaré, parfois, la survie ressemble à une punition, mais ce n'est peut-être que le début. Je n'y suis pas retourné mais j'ai réfléchi à cette phrase pendant des jours. Puis, un mercredi, je ne me suis presque pas présenté au travail. Louise m'a tendu une carte de thérapeute. Il a dit, vous parlez, elle écoute. Ce n'est pas magique, mais ça aide. J'ai presque ri. Thérapie pour un mécanicien avec de l'huile dans les veines et des problèmes qu'il ne pouvait même pas nommer. Mais cette nuit-là, quand le silence s'est glissé à nouveau, j'ai appelé Laura, j'ai répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était calme, ferme, sans douceur forcée. J'aime ça. Nous avons fixé rendez-vous. Je ne m'attendais pas à grand-chose. La première séance, je me suis assis en face d'elle, les bras croisés, attendant qu'elle me dise comment faire. Je ne savais pas comment répondre. Je viens de parler de Carmen, des enfants, de la trahison, de la façon dont j'avais l'impression que toute mon identité avait été amputée alors qu'elle n'avait pas de platitude. Au lieu de cela, elle m'a donné quelque chose de meilleur, quelque chose de réel.
Tu peux aimer ce que tu as construit, dit-elle en me regardant droit dans les yeux, et quand même t'éloigner quand quelqu'un d'autre le démolit. Cette ligne a ouvert quelque chose. J'ai quitté son bureau en me sentant à vif, exposé, mais plus léger, comme si j'avais arrêté de retenir mon souffle pour la première fois depuis des semaines. J'ai recommencé à courir, rien de fou, juste quelques pâtés de maison à la fois. Mes poumons me brûlaient, mes genoux me faisaient mal, mais je m'en fichais. C'était la première fois que je me sentais contrôler quelque chose. J'enfilais mes vieilles baskets, je montais la playlist R&B à laquelle je n'avais pas touché depuis mon déménagement et je partais. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas planifié, j'ai juste déménagé. Le travail est devenu plus facile. Je restais tard certaines nuits, me portais volontaire pour accepter les travaux les plus délicats, ceux dont personne ne voulait. J'avais besoin de garder mes mains occupées pour que mon esprit ne s'emballe pas. J'ai reconstruit les transmissions comme s'il s'agissait d'un puzzle. La graisse sous mes ongles me faisait mieux que le chagrin dans ma poitrine. Lara m'a dit de trouver quelque chose qui me rappelle qui j'étais avant tout ça. J'ai donc sorti ma vieille guitare du stockage. Les cordes étaient poussiéreuses, l'accordage coupait, mais le premier grattement était tordu car il était frappé comme un battement de cœur. Je n'ai joué que pour moi-même. Certaines nuits, je jouais jusqu'à ce que mes doigts soient douloureux et que ma gorge devienne irritée. Je n'étais pas réparé, loin de là. Le creux était toujours là, mais maintenant j'étais en train d'en sculpter quelque chose. Je ne faisais pas que flotter. Je cherchais moi-même, la version de moi qui n'avait pas besoin d'être le mari ou le beau-père de quelqu'un pour se sentir entière. J'étais toujours brisée, toujours meurtrie, mais je bougeais. Et pour la première fois depuis longtemps, cela me semblait suffisant. C'était un vendredi soir, 6 mois et 2 jours depuis que je suis sortie de cette maison, depuis que j'ai vu ma vie prendre une forme que je ne reconnaissais pas. Je ne comptais pas vraiment, mais cette date était toujours encerclée sur le calendrier de mon téléphone. Je ne l'avais pas supprimée. Je ne sais pas pourquoi. Je suis rentrée tôt du magasin. Louise avait insisté pour que je prenne une nuit de congé. Va exister ailleurs que sous une voiture, m'avait-il dit en me tendant un sandwich et un clin d'œil, comme s'il était mon frère aîné plutôt que mon collègue. J'ai pris le sandwich, mais je n'ai fait que rentrer chez moi, prendre une douche et mettre des vêtements propres. Je n'avais même pas prévu d'aller nulle part, je voulais juste me sentir comme un être humain pour une fois. C'est à ce moment-là que le coup est venu. Pas doux, pas timide, 3 coups secs contre ma porte comme si quelqu'un avait besoin qu'elle s'ouvre. Je l'ai regardé depuis le canapé, toujours en sandwich dans ma main, en me demandant si c'était un autre de ces enfants qui essayait de vendre des bonbons pour une collecte de fonds. Mais ensuite je l'ai entendu, une voix que je n'avais pas entendue depuis 6 mois, fatiguée, en lambeaux, familière. Jared, c'est moi. Je me levai lentement, mon cœur commençant à battre à des endroits que je pensais être devenus calmes. Quand j'ai ouvert la porte, je ne savais pas à quoi je m'attendais. Peut-être un fantôme, peut-être de la culpabilité, peut-être un plaidoyer. Ce que j'ai eu, c'est Carmen, les cheveux relevés en chignon en désordre comme elle le portait lors de nos dimanches paresseux. Les yeux, les lèvres rouges, la veste sèche zippée jusqu'à la gorge même s'il ne faisait pas froid. Et à côté d'elle, lui tenant la main comme une bouée de sauvetage, se trouvait Zara. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. Sa girafe en peluche était nichée dans le creux de son bras, les oreilles effilochées d'où elle cligna des yeux comme si elle attendait la permission de sourire. Carmen s'éclaircit la gorge, pouvons-nous entrer? Je n'ai pas bougé. Mon instinct m'a crié, non. Chaque once d'instinct de conservation pour lequel j'avais travaillé me disait de fermer la porte, de la verrouiller et de m'en aller. Mais ensuite les petits doigts de Zara ont serré la main de sa mère et je me suis écartée. Ils s'assirent sur le bord du canapé comme des visiteurs dans une salle d'attente, ne sachant pas trop ce qu'ils étaient autorisés à toucher. Je me suis assis en face d'eux, les bras croisés, le corps teinté, le sandwich oublié sur le comptoir. Carmen parla la première. Il est parti. Dit-elle juste comme ça. Pas de leader, pas d'accumulation. Tyrell, qui a fait ses valises hier, a déclaré qu'il n'était pas prêt à être père à plein temps. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé. Le silence la suppliait de continuer. Il a essayé, ajouta-t-elle faiblement, comme si c'était censé vouloir dire quelque chose.
Mais ce n'est pas en lui. Les yeux de Zara s'écarquillèrent comme si elle essayait de comprendre les mots adultes lancés comme des fléchettes. Elle ne parla pas, mais sa girafe se rapprocha de sa poitrine. Ils ont besoin de toi, murmura Carmen. Elle pleure la nuit. Milo est tout le temps en colère. Isaac parle à peine. Tu étais leur père, Jared, le seul à avoir vraiment existé. Je l'ai interrompu en secouant lentement la tête, n'est-ce pas? Ses lèvres serrées, ses mains posées sur ses genoux. Je me suis tournée vers Zara, comment vas-tu, ma douce fille? Elle n'a pas répondu, elle a juste traversé le canapé et a enroulé ses bras autour de ma taille. Je l'ai tenue pendant longtemps, de la même manière que tu tiens quelque chose que tu as oublié, que tu as raté, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau pressé contre ton cœur. Elle sentait la même lotion à la vanille et l'assouplissant. Sa petite silhouette tremblait un peu dans mes bras. Tu m'as manqué, murmura-t-elle. Mon Dieu, ça fait mal. J'ai regardé Carmen par-dessus sa tête. Elle nous regardait avec des yeux qui essayaient de paraître forts, mais ce n'était pas le cas. Elle était en train de se défaire. Je me soucierai toujours d'eux, dis-je d'une voix rauque. Toujours. Mais tu as fait un choix. J'ai fait une erreur, dit-elle. Non. J'ai répondu. Tu as pris une décision. Tu as laissé revenir dans leur vie quelqu'un qui a prouvé à maintes reprises qu'il ne pouvait pas rester. Tu as joué avec sa stabilité, avec mon cœur. Tu ne peux pas revenir maintenant juste parce que le toit s'est effondré. Mais, Jared, je ne suis plus leur père, Carmen, tu t'en es assuré. Quand tu lui as donné ma place, son visage s'est brisé comme du verre sous la pression. Ils ont besoin de toi, a-t-elle répété, s'il te plaît. Je me suis levée doucement, soulevant Zara de mes genoux. Ils avaient moi et moi. Je ne suis pas partie. Tu m'as poussé dehors. Carmen s'est levée, sa voix s'est brisée. Et maintenant? Plus. Je n'ai pas discuté, peut-être parce qu'elle savait qu'elle n'en avait pas le droit. J'ai ouvert la porte, puis j'ai fait sortir Zara à pas lents. Sur le seuil, Zora se retourna. Est-ce que je te reverrai? Je m'accroupis, le cœur replié sur lui-même. Peut-être un jour. La porte s'est refermée derrière eux et je me suis tenue là, le front contre le bois, respirant le silence, non pas comme un ennemi cette fois, mais comme la preuve qu'il me restait encore quelque chose en moi. La force me limite. Je n'ai jamais eu l'intention de les écrire. Tout a commencé avec la boîte à chaussures. Une vieille paire de bottes est arrivée, taille 11, bout en acier, longue, usée depuis. J'ai gardé la boîte parce qu'elle était solide et j'aime la façon dont le couvercle s'est fermé. C'est drôle ce à quoi on s'accroche après que tout le reste vous glisse entre les doigts. La nuit après l'arrivée de Carmen avec Zara, je n'ai pas pu dormir. Je m'allongeais sur le canapé, regardant le ventilateur de plafond qui tournait lentement et inutilement, pensant à ses yeux, aux yeux de Zara, et à la façon dont elle s'accrochait à moi comme si le temps n'avait pas passé, comme si l'amour n'était pas assorti de conditions. Cela me faisait mal à des endroits que je pensais avoir réparés. Ça me faisait encore plus mal parce que je savais que m'éloigner avait été une bonne chose. Mais bon sang, ça ne ressemblait pas à un échec. Je me suis levée, j'ai ouvert mon cahier et je lui ai écrit une lettre. Pas celui que j'avais prévu d'envoyer. Juste une lettre. Chère Zara, tu aimes toujours le beurre de cacahuète avec des pommes? Je l'espère. Vous aviez l'habitude de plisser le nez devant la gelée et de dire que cela rendait le pain détrempé. J'aime ça chez toi, que tu étais sûr de ce que tu aimais. J'espère que tu n'as jamais cessé d'en être sûr. Je n'avais pas réalisé que j'avais pleuré jusqu'à ce que l'encre commence à tacher. J'ai terminé la lettre, je l'ai soigneusement pliée, je l'ai scellée dans une enveloppe et j'ai écrit son nom sur le devant. Juste son nom, sans adresse, sans cachet, comme une capsule temporelle. Puis j'ai écrit Milos. Celui-là était plus dur, plus en colère. Cher Milo, je suis désolée de ne pas être là quand tu as claqué la porte. Vous aviez besoin que quelqu'un vous réponde et vous dise que c'était normal de se sentir trahi. Nos petits projets de garage me manquent. Vous avez toujours voulu arranger les choses. J'espère que tu sais que rien de tout cela n'était de ta faute. Je me suis arrêtée à mi-chemin,
regardant ma propre écriture, irrégulière et inégale. Milo avait toujours voulu des réponses, de la logique, quelque chose à résoudre. Il détestait être laissé dans le noir. Je détestais le laisser là. Puis vint Isaac. Celui-là m'a presque brisé. Cher Isaac, je sais que tu n'as pas dit au revoir, ce n'est pas grave. Vous avez toujours été silencieux quand cela comptait le plus. Vous pensez que le silence vous rend plus fort, mais il ne fait que garder la souffrance coincée à l'intérieur. J'espère que tu sais que j'étais fier de toi. Et, je suis fier de toi, le sera toujours. Tu n'es pas comme lui, tu es meilleur. J'ai écrit chacun lentement, soigneusement. Je n'ai pas essayé de paraître sage, je n'ai pas essayé de trop expliquer, juste des souvenirs, des excuses et de l'amour. Puis j'ai trouvé la boîte. Je l'ai étiquetée avec un charpie. Quand ils seront prêts. J'ai glissé les lettres à l'intérieur comme si elles étaient précieuses, parce qu'elles l'étaient. Ils contenaient des morceaux de moi que je ne pouvais plus porter mais que je ne pouvais pas non plus jeter. Le lendemain matin, je me suis assis au bord du lit et je l'ai simplement regardé, la boîte, la preuve que j'avais assez aimé pour pleurer ainsi, que je m'en souciais suffisamment pour lâcher prise dans le bon sens. Laura a appelé cet après-midi pour une séance ordinaire. Elle m'a demandé comment j'allais et pour une fois, je n'ai pas menti. Je suis fatiguée, lui ai-je dit, mais pas le genre de solution au sommeil fatigué. Elle a écouté. Je lui ai parlé de l'arrivée de Carmen, de Zara, de ce que ça faisait de serrer à nouveau cette petite fille dans ses bras et de toujours dire non. La douleur, la culpabilité, la clarté. Je lui ai parlé des lettres, de la boîte à chaussures. Elle n'a pas parlé pendant un moment. Puis elle a dit, tu n'as jamais été faible pour aimer. Tu étais fort pour t'éloigner quand cet amour est devenu une laisse. Cette ligne m'a arrêté parce que, oui, c'est exactement ce qu'elle était devenue, une laisse, enroulée autour de mon cou avec culpabilité et obligation, tirée à chaque fois. Carmen a réalisé que l'homme qu'elle avait choisi n'était pas celui qu'elle espérait. Ce n'était pas seulement une trahison dont je me remettais. Il était utilisé, pas malicieusement peut-être, mais utilisé quand même, aimé quand cela lui convenait, gardé près de lui quand cela lui servait, retenu, responsable des enfants que j'avais élevés, mais privé du droit de rester quand elle a accueilli un homme qui ne l'avait jamais mérité. Et maintenant que ça a explosé, je devais recoller les morceaux. Cette boîte de lettres est devenue ma façon de leur dire non gentiment, de les aimer sans les laisser me détruire, d'honorer ce que nous avions sans les laisser m'enchaîner à quelque chose qui ne m'honorait pas en retour. Ce n'étaient pas des lettres d'adieu. Ils l'étaient. J'étais là des lettres preuve que je n'ai pas disparu, que je n'ai pas cessé de m'en soucier, que je les aime fort, férocement, pleinement, même quand le monde a réorganisé nos vies. De temps en temps, je sortais la boîte de sous le lit et je la relisais. Parfois je pleurais, parfois je souriais, parfois je passais simplement mes doigts sur les bords du papier, comme si toucher leur nom pouvait les rapprocher. Je n'ai jamais ajouté le nom de Carmen à une lettre, pas parce que je la détestais, mais non. J'apprenais encore à ne pas l'aimer. Mais je savais que si j'essayais de lui expliquer quelque chose sur papier, cela ressortirait comme une blessure. Et ce n'était pas l'héritage que je voulais laisser. J'ai donc gardé les lettres à leur place, scellées, en attendant. Si un jour ces enfants nous contactaient non pas parce que Carmen le leur avait demandé, ni parce qu'ils étaient désespérés, mais parce qu'ils voulaient connaître la vérité, je leur remettrais cette boîte à chaussures. Et si ce jour n'arrivait jamais, ça me conviendrait aussi, parce que j'ai écrit ces lettres pour eux, mais je les ai scellées pour moi. La première fois que je suis entrée dans le garage communautaire, ça sentait l'huile de moteur et le caoutchouc brûlé, familier, ancré, une odeur qui s'accrochait à vos vêtements et vous rappelait que vous aviez fait quelque chose de réel ce jour-là. J'aime ça après des mois passés à flotter à travers les ruines de mon ancienne vie. J'avais besoin de quelque chose de solide, de quelque chose qui m'appartienne, pas d'un souvenir, pas d'un peut-être, juste d'un endroit où mettre la main sur les choses cassées et les faire fonctionner à nouveau. Louise m'avait parlé du programme. Il recherche des gars qui connaissent les voitures et peuvent parler aux adolescents, a-t-il déclaré un soir autour d'une bière. La plupart d'entre eux n'ont pas de père. Certains ne savent même pas ce que signifie être vu. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la bière dans ma main, tournant lentement la bouteille. Tu es bon dans les deux, ajouta Louis, réparer des trucs, être présent. Les mots tombèrent, ni forts, ni tranchants,
juste doucement, vrai. Alors je me suis inscrit. Ils m'ont mis en contact avec un enfant nommé Ramon, 14 ans, silencieux et en colère d'une manière qui vivait plus dans ses yeux que dans sa voix. Il portait son sweat à capuche même quand il faisait chaud, et il ne croisait pas ton regard à moins qu'il ne te teste. Son dossier indiquait que son père était entré et sorti de prison depuis l'âge de 6 ans. Sa mère avait 2 emplois. Ramon était le genre d'enfant qui avait été si souvent déçu. Il a construit des murs sans porte. Le premier jour, je lui ai montré comment changer les plaquettes de frein d'une vieille Honda qui était à mi-chemin de la casse. Il n'a pas dit grand-chose, regarde juste avec les bras croisés et se sweat à capuche qui cache son visage. « As-tu déjà tenu une clé à douille ?» ai-je demandé. Il haussa les épaules. « Non. » Je le lui ai tendu. « Je veux essayer. » Il m'a regardé comme si j'essayais de le tromper, comme si s'il le touchait, quelque chose allait exploser. Mais après un moment, il tendit la main et le prit. Ses mains étaient trop petites pour la prise, mais il serra le boulon comme il l'avait fait auparavant dans une autre vie. « Bien, dis-je. » Il ne sourit pas, mais il ne le laissa pas tomber non plus. C'était quelque chose. Semaine après semaine, nous avons travaillé sur différentes voitures, freins, disques, radiateurs. Je lui ai appris à écouter le rythme d'un moteur, à faire confiance à ce que ressentaient ses mains. Et lentement, il a commencé à parler, pas de quelque chose de profond, juste de la musique scolaire. Tout ce qu'il avait en tête, mais c'était important. Cela signifiait qu'il choisissait de me laisser entrer. Un après-midi, je lui ai montré comment permuter les pneus. Il en a roulé un vers moi, a mal évalué le poids et il est tombé, s'écrasant contre un porte-outils à proximité. Il sursauta en arrière, les yeux écarquillés. « Désolé, Jerry, tu essaies de me tuer avec ce truc. » Pour la première fois, il sourit. Un vrai sourire, rapide, tordu et beau. Cela m'a frappé comme un coup de poing à quel point il me rappelait Milo. Même inclinaison obstinée au menton. Même éclair de génie derrière la colère, même soif de prouver quelque chose. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai sorti la lettre de Milo. Je n'y avais pas touché depuis des semaines. Je l'ai relue, la main légèrement tremblante. « Vous avez toujours voulu arranger les choses, disait-il. Et maintenant, j'étais ici, aidant un autre garçon à faire de même. Je n'essayais pas de remplacer ce que j'ai perdu. Ce n'est pas ce que c'était. J'avais fait la paix avec le fait que les enfants que j'ai appelés autrefois le mien n'étaient plus à moi. Mais ce que je n'avais pas réalisé tant que Ramon, c'est que l'amour n'a pas à être lié au sang ou à l'histoire. Parfois, il a juste besoin de vous trouver ouvert, disposé, présent. Ramon a commencé à rester après la fin des séances, parfois juste pour nettoyer les outils, parfois juste pour parler. Un jour, je l'ai trouvé assis dans le garage seul, des écouteurs à la tête, se balançant vers un battement. Seulement il pouvait entendre. Je lui ai tendu un soda et je me suis assis à côté de lui sur le sol. Quoi de neuf? Il haussa les poubelles de l'école. Ouais, j'ai craqué ma boîte. Le mien était aussi. Il m'a regardé comme si c'était une surprise. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai ajouté, n'attendant pas que quelqu'un se présente et explique les règles. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit, personne n'explique jamais rien. Ils s'attendent à ce que vous le découvriez. J'ai hoché la tête. Vous n'avez pas tort. Nous nous sommes assis là en silence pendant un certain temps. Puis il a dit, vous pensez que je pourrai jamais être mécanicien. Comme réel, soyez payé pour cela. Je me suis tourné vers lui, vous êtes déjà meilleur que certains gars avec qui j'ai travaillé. Vous avez juste besoin de quelqu'un pour continuer à vous présenter. C'était la vérité, pas seulement pour lui, pour moi aussi. Nous avons tous besoin de quelqu'un pour continuer à se présenter. Travailler avec ses enfants n'a pas effacé la douleur. Cela n'a pas réécrit l'histoire de ce que j'ai perdu, mais cela m'a donné quelque chose de nouveau à écrire, quelque chose d'honnête, quelque chose de guérir chaque articulation grattée, chaque tache d'huile, chaque moteur que nous avons ramené à la vie. Cela m'a rappelé que j'avais encore de la valeur, que je n'avais pas à être le mari de Carmen ou le beau-père de l'enfant pour avoir de l'importance. Je pourrais construire quelque chose des ruines, quelque chose de réel.
Je n'avais plus besoin de la permission pour aimer à haute voix, pas de Carmen, pas du passé. J'avais juste besoin de mes mains, de mon temps et de quelqu'un comme Ramon qui avait besoin de moi pour me présenter, et je l'ai fait. 2 ans, c'est un temps étrange, assez long pour que les blessures se tapent. Assez court pour que la cicatrice démange encore lorsque vous vous y attendez le moins. Je ne cherchais rien ce jour-là, juste un gallon de lait et des bougies d'allumage. Mais la vie a une façon de jeter des fantômes sur votre chemin lorsque votre cœur commence enfin à battre sans tressaillir. C'était en fin d'après-midi. L'arrêt de bus près d'Okidjai était plein d'enfants, de téléphones sortis, de baskets à capuche tapissant contre du béton. Je me suis tiré dans la station-service d'angle et je me suis garé par la pompe à air. Alors que je sortais, je le voyais appuyé contre le poteau en métal comme s'il avait été versé dans le sweat à capuche qui avalait la moitié de son visage. Isaac, j'ai gelé mon corps, je l'ai reconnu avant que mon esprit ne puisse rattraper son retard. Plus grand, maintenant plus louche, ses cheveux étaient plus longs et il avait cet angle vif dans sa mâchoire que tous les garçons héritent quand ils commencent à devenir des hommes. Mais je le connais partout, la façon dont il se tenait, comme s'il essayait de disparaître, mais osant toujours le monde à le remarquer. Il leva les yeux, attrapa mes yeux et juste comme ça, les oreilles se sont repliées sur elles-mêmes, il cligna des yeux, puis a traversé le trottoir, à travers la foule d'arrêts de bus, directement vers moi, avant même que je puisse me préparer. Ses bras étaient autour de moi, serrés, désespérés, tremblants, mon souffle pris. Je n'avais pas été étreint comme ça depuis le jour où j'ai quitté leur maison. Isaac, murmurai-je, ma voix craquant contre le souvenir de tout ce que nous n'avons pas dit. Il n'a pas lâché prise, pas tout de suite, juste enterré son visage dans mon épaule comme s'il avait encore 8 ans, prétendant que le monde était assez calme pour ignorer. Quand il a finalement reculé, ses yeux étaient vitreux mais sa bouche se battait pour rester neutre. Ce gamin avait toujours essayé d'être stoïque. Strong, tu as l'air bien, dis-je plus grand. Il renifla, vous avez la même apparence, mais plus âgé. J'ai ri, et c'était comme le premier réel depuis des mois, c'est juste. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant à quelques pâtés de maison, le même où Carmen et moi les prenons après l'école. Il glissa dans le stand en face de moi, les mains dans ses manches, comme s'il ne savait pas s'il y appartenait. Je ne m'attendais pas à te voir, a-t-il dit après que la serveuse ait versé nos eaux. Moi non plus. Je l'admets, la vie a été différente. Il acquiesça lentement. Ouais. Il remua la glace dans son verre, la glace fixée sur la condensation. Tyrell est reparti, a-t-il dit. Les mots étaient simples, mais ils ont frappé comme un camion. Il est parti il y a 1 an, a déclaré qu'il reviendrait une fois qu'il avait compris les choses, mais nous n'avons pas entendu parler de lui depuis que la mâchoire d'Isaac se serre. Zara attend toujours qu'il appelle Milo, cessez de parler complètement de lui. Je laisse ça s'asseoir. Il n'y avait rien à dire qui ne ressemblerait pas à des jalons ou à une amertume. Et Isaac. Il méritait la vérité, pas la colère. Carmen essaie, a-t-il ajouté, mais ça a été rude. J'ai lentement hoché la tête. Je suis désolé. Il me regarda alors, j'ai vraiment regardé. Pourquoi tu n'es pas revenu? Je me suis assis dans le stand, le cœur qui se jette. On ne m'a pas demandé de revenir quand cela comptait. Dis-je en choisissant soigneusement chaque mot. Je n'ai été appelé que lorsque les choses se sont effondrées. Et ce n'est pas l'amour, Isaac, c'est désespéré. Ses épaules tombèrent légèrement. Il comprenait trop bien pour quelqu'un de son âge. Tu étais le seul papa que j'ai jamais eu, il a dit une voix à peine au-dessus d'un murmure. Je te détestais de partir, mais je comprends maintenant. J'ai avalé dur. Je me détestais aussi pendant longtemps, mais nous éloigner, c'était la seule chose qui m'a rappelé que j'avais encore un moi à protéger. Il hocha la tête à nouveau, plus lent cette fois. Puis il a tendance à entrer dans son sac à dos et a sorti une photo froissée, l'un de nous au lac, lui, Milo, Zara et moi, les cannes à pêche à la main, les coups de soleil sur nos visages, souris comme nous n'avions jamais entendu parler de trahison. J'ai gardé ça, a-t-il dit tout ce temps. J'ai cligné des yeux, rapidement, ma gorge. Ce fut une bonne journée, le meilleur, a-t-il dit. Je veux réparer les choses avec moi. J'ai demandé avec tout cela. Il a répondu que je ne sais pas comment,
Mais je sais, je ne veux plus faire semblant. Tu me manques. Les larmes ne coulaient pas à ce moment-là, mais la fissure de ma poitrine s'est ouverte juste assez pour laisser entrer la lumière. Je vous ai écrit une lettre. J'ai dit que c'était dans une boîte sous mon lit, le vôtre Milos Sarsu. Je ne les ai jamais envoyés, mais ils sont réels. Il sourit, petit et stable. Peut-être qu'un jour vous pouvez nous les donner. Peut-être qu'un jour, j'ai fait écho. Nous nous sommes assis là pendant un certain temps, deux personnes qui avaient toutes les raisons de nous éloigner les unes des autres mais ne l'ont pas, car l'amour, comme ça, ne disparaît pas. Il attend, parfois dans une boîte à chaussures, parfois à un arrêt de bus, et quand il revient, vous ne le remettez pas en question, vous vous tenez simplement. J'ai rencontré Serena au barbecue d'anniversaire de Louis un après-midi humide avec trop de rire et pas assez de glace. Je n'avais pas prévu de rester longtemps. J'ai apporté un pack de 6, j'ai donné à Louise une gifle sur le dos et j'ai bien voulu fantôme avant le gâteau. La foule m'a toujours fait trembler et je n'étais pas d'humeur à esquiver des questions sur ma vie amoureuse ou ce qui s'est passé avec Carmen. Mais elle était là, assise sur une chaise pliante pieds nus, une assiette de côte dans une main et un verre à vin sur le thème de Kat dans l'autre. Elle portait une robe d'été qui n'a pas essayé trop fort et son rire a coupé le bruit comme s'il appartenait. Quelqu'un a fait des présentations, je ne me souviens pas qui, tout ce que je sais, c'est que j'ai fini par me tenir à côté d'elle près de la glacière pour parler de la chaleur, de la nourriture et de la playlist de jazz étrange que personne n'aimait, mais Louise a insisté. Vous avez jamais l'impression d'être trop vieux pour recommencer, mais trop jeune pour ne pas, a-t-elle demandé soudainement, entre les bouchées. Je l'ai regardée, j'ai vraiment regardé. Ses yeux ne tressaillirent pas. Elle n'était pas intelligente, juste honnête. Tous les jours, dis-je. Elle sourit. C'est comme ça que ça a commencé. Pas d'étincelle, pas de signal de musique au ralenti, juste deux personnes fatiguées qui n'essayaient pas de s'impressionner. J'aime ça. Je l'aimais. Nous avons commencé le texte lent au début. Café un dimanche matin qui s'est transformé en brunch. Puis une promenade autour du lac qui s'est transformée en dîner. Elle n'avait pas d'enfant, pas ex qui se balançait comme une ombre, juste un chat nommé Claudia qui me détestait clairement sur place et me gratte le poignet. La première fois que nous nous sommes rencontrés, Serena a ri si fort qu'elle est presque tombée du canapé. C'est sa façon de dire qu'elle vous aime, a-t-elle dit. Elle va généralement pour les yeux. Serena était un autre type de calme, pas le genre qui a rendu tout silencieux, mais le genre qui rendait le bruit gérable. Elle n'a pas posé de questions sur Carmen tout de suite. Elle a attendu. Et quand je lui ai finalement parlé des enfants, des lettres, du silence, elle ne m'a pas pitié. Elle a juste écouté, hocha la tête et dit, c'était courageux de s'éloigner. J'ai secoué la tête puis j'ai dit quelque chose comme je ne me sentais pas courageux, j'avais l'impression de saigner lentement. Elle m'a regardé pendant longtemps. Puis elle a tendu la main pour ma main, lui a attaché les doigts avec les miens et a dit quelque chose que je ne savais même pas que j'avais besoin d'entendre, tu mérites l'amour. Cela ne nécessite pas d'abord de réparer tout le monde. Cette ligne s'est installée dans mes os parce que c'était tout, n'était-ce pas? J'avais passé des années à être le fixateur, la colle, le papa étanche, la béquille émotionnelle, le soldat de la paix, et quelque part dans tout cela, j'ai oublié ce que c'était que d'être choisi pour être moi. Pas ce que j'ai fait, pas ce que je pouvais offrir, mais qui j'étais quand toutes les pièces sont tombées au sol. Serena n'avait pas besoin d'économie. Elle n'avait pas besoin que je sois son histoire de rédemption. Elle voulait juste savoir ce que j'étais quand personne d'autre ne regardait. Nous avons dîné chez elle une nuit, le vin de saumon, le jazz à bas. Claude me siffla du couloir. Serena s'est recroquevillée à côté de moi sur le canapé, ses pieds repliés sous elle, et on demandait, si vous pouviez changer une chose à propos de votre passé, qu'est-ce que ce serait, je pensais longtemps. Puis j'ai dit, je les aimerais toujours, mais je m'amuserais assez pour partir plus tôt. Elle a hoché la tête, sans jugement. Elle ne se précipite pas pour remplir le silence, elle l'a laissé respirer. Plus tard, à la lumière douce de sa cuisine, je me suis penchée contre le comptoir et je l'ai regardé rire de quelque chose que j'ai dit à propos de la vendetta de Claudia contre moi. Sa tête inclinée en arrière, ses cheveux tombant sur son épaule, et j'ai réalisé que ce n'était pas des feux d'artifice, ce n'était pas dramatique, c'était mieux. C'était la paix, une paix
Je n'avais pas à gagner un morceau. Cela ne m'a pas coûté mon sens de moi. Lorsque nous nous sommes embrassés pour la première fois, c'était doux, pas de faim, pas besoin de prouver quoi que ce soit, juste des lèvres pressées et des reliefs partagés, comme si nous avions tous les deux trouvé un endroit calme pour atterrir. Serena n'a pas demandé mon histoire, mais elle l'a honorée. Elle n'a pas rempli mes trous, elle m'a laissé les porter et d'une manière ou d'une autre, en sa présence, il ne se sentait pas si lourd. Je n'ai jamais imaginé que je retrouverais l'amour, pas le genre qui me faisait me sentir vue au lieu d'être utilisée, voulu plutôt que nécessaire. Mais Serena m'a montré que l'amour n'était pas censé être une description de travail. Il était censé se sentir comme exhale, comme une chaleur qui restait, même lorsque les lumières étaient éteintes, et chaque fois qu'elle atteignit ma main ou rit de mes terribles blagues ou « laissez-moi pleurer », sans demander pourquoi, j'ai commencé à croire que je le méritais. Pas d'excuses, pas d'explications, juste de l'amour. Pour une fois, je n'aimais pas le temps emprunté. J'étais à la maison quelques semaines après avoir vu Isaac. Le passé a frappé sur mon téléphone comme s'il avait une clé, un simple message, pas de salutation, pas de peluche. Les enfants vous manquent le dîner. Juste une nuit, Carmen. J'ai regardé l'écran comme si cela pourrait changer si je regardais assez longtemps. Ce n'est pas le cas. Ces mots étaient assis à plat et familiers, comme si elle me demandait de ramasser du lait sur le chemin du retour. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois, jusqu'à ce que je ressente ce vieux tiraillement dans ma poitrine, celui qui me retirait en arrière, peu importe jusqu'où j'aurais venu. Elle a toujours su expliquer les choses bien, de ne pas me manipuler exactement, mais pour puiser dans la partie de moi qui est encore assez HD pour 3 petits visages à une table pour laquelle je ne m'asseyais plus. J'ai posé le téléphone, je me suis dirigée vers l'évier, j'ai couru de l'eau dont je n'avais pas besoin. Le vieux moi, l'homme avec un pied, toujours dans son monde, toujours prêt à jouer une sauvegarde chaque fois que ses plans s'effondraient. Il aurait dit que oui, se serait présenté dans une chemise boutonnée avec les cookies préférés de Zara dans une main et le pardon caché dans l'autre. Il se serait dit que c'était pour les enfants, qu'une nuit ne ferait pas de mal, qu'il y avait peut-être encore une version de la famille à qui s'accrocher. Mais je n'étais plus cet homme. J'étais l'homme qui a écrit des lettres qu'il n'a jamais envoyées. L'homme qui a enseigné à Ramon à réparer un moteur et à regarder un sourire floraison où seul le silence avait été. L'homme qui tenait la main de Serena au milieu d'une épicerie juste parce qu'il le pouvait. J'étais l'homme qui avait finalement appris la différence entre être nécessaire et être recherché et le prix de ne pas savoir. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai ouvert la boîte à chaussures. Toujours bien caché, toujours étiqueté lorsqu'il est prêt. J'ai couru mes doigts sur le bord, traçant les coutures comme si je lisais le braille, Isaac était prêt. Il l'avait dit à sa manière. Milo et Zara, peut-être pas encore, mais j'avais fait la paix avec ça. J'avais accepté que la guérison ne vienne pas toujours en retrouvailles. Parfois, il arrive en sachant que vous n'avez pas disparu. Vous avez simplement refusé de rester là où vous n'étiez qu'à moitié valorisé. J'ai décroché le téléphone. Je n'ai pas rédigé un paragraphe, pas de monologue émotionnel profond, juste un message, propre, ferme. Je me soucierai toujours d'eux, mais je ne suis pas le remplissage d'espace lorsque vos plans échouent. Ils méritent mieux. Alors, je vais envoyer. Il n'y avait pas de bulle de dactylographie, pas de réception de lecture, juste du silence. Et cette fois, ce silence n'a pas piqué, il s'est installé comme de la poussière dans une pièce. Vous avez finalement cessé de faire le stimulation. Je suis allé me promener. Il était tard, près de 10 ans. Les réverbères ont jeté des cônes mous d'ambre sur le trottoir. L'air tenait le dernier soupçon d'été, assez chaud pour juste un sweat à capuche, assez frais pour garder le rythme. Risque, j'ai passé le magasin du coin où Milo m'a une fois supplié de lait au chocolat. La librairie où Zara a choisi son premier livre de chapitre Big Kid. Le parc où Isaac s'est une fois poussé trop fort sur les barres de singe et je devais le porter en riant à travers des larmes tout le long du chemin. Ils étaient toujours avec moi, pas chez moi, pas dans mes bras, mais à chaque étape. Parfois, l'amour signifie se présenter, parfois cela signifie s'éloigner et parfois, quand ça fait le plus mal, cela signifie rester disparu. Quand je suis retournée à mon appartement, j'ai trouvé Claudia le chat étendu sur mon tapis de bienvenue. Serena était venue cuisiner.
Elle a de nouveau échappé au transporteur, a-t-elle dit de la cuisine, retournant quelque chose dans une casserole qui sentait l'ail et le confort. Je pense qu'elle aime votre paillasson, ne peut pas lui en vouloir. J'ai dit que c'était le plus beau meuble que je possède. Serena leva les yeux et sourit, ça va? J'ai hoché la tête. Je lui ai dit non, ses sourcils levés. Carmen, j'ai ajouté, m'a demandé de venir dîner. J'ai dit non. Serena n'a pas dit de bien pour vous. Elle n'a pas applaudi ni hoché la tête avec approbation, elle se retourna vers le poêle et disait vouloir régler la table. Et je l'ai fait. 2 assiettes, 2 verres, un petit vase. Elle a insisté pour se remplir de la farine la moins chère cette semaine. Cette nuit-là, nous avons mangé lentement, nous avons parlé de rien et de tout, et alors que le chat tournait sous la table comme une petite lionne, j'ai réalisé que je n'avais plus faim pour le passé. Je n'avais pas besoin d'être choisie, je m'étais choisie moi-même. Et la boîte de lettres, toujours scellée, toujours sacrée, toujours en attente. Peut-être qu'un jour ils trouveront leur chemin vers les mains d'Isaac. Peut-être que Milo ouvrira le sien lors d'une mauvaise journée et se sentira vu. Peut-être que Zara déploiera le sien dans un dortoir dans des années et se souviendra de la girafe et des crêpes du dimanche et de l'homme qui la tenait serrée même lorsque le revoir a brûlé. Ou peut-être qu'ils ne le feront jamais. Peut-être qu'ils resteront, tout comme cette preuve calme que l'amour s'est produit ici et que finalement je l'ai laissé partir.